Aujourd'hui, nous plongeons dans la nébuleuse Antitech Résistance. Antitech Résistance, c'est un mouvement duquel on a envie de parler depuis longtemps ici. C'est un mouvement technocritique, technophobe, pour sauver la planète, pour sauver Gaïa, la Terre-Mère, qui est pour un retour à des technologies anciennes, etc. Alors, comment vous dire? Nous, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on s'intéresse à l'écologie, on s'intéresse à comment la penser politiquement et notamment sous un angle marxiste-communiste. Et de ce fait, on regarde un petit peu toutes les mouvances écologistes qui existent et qui, contrairement à ce qu'on pense parfois, ne sont pas du tout forcément classées à gauche. Il y a notamment toute une pensée de l'écologie, du retour à la nature, etc., qui est une pensée d'extrême droite, très ancienne. Les nazis, notamment, hein, on fait partie de ces pensées-là. Et donc, Antitech Résistance, c'est vraiment un mouvement qui nous questionne depuis longtemps. Nous avons récemment vu une vidéo des camarades de Fracas. Fracas, si vous ne connaissez pas, c'est un média qui est un média internet, mais qui est aussi qui édite une revue en ligne et une revue papier. C'est un média qui se fait le relais des luttes écolo, justement. Et donc, ils ont sorti une vidéo sur Antitech Résistante où ils ont fait une enquête dessus. Vidéo qui est extrêmement intéressante. Et donc, on va partir de ça pour regarder un petit peu ce mouvement. Et ça va nous permettre vraiment de parler de la place de la technique, de progressisme, de pensée communiste de l'écologie, etc., d'humanisme et tout ça. On va un petit peu trier qui sont nos camarades et qui ne sont pas nos camarades dans cette histoire. Je vous préviens, alors, je vous le dis, j'ai été très énervée quand j'ai regardé la vidéo. Alors, pas contre les camarades de Fracas, mais contre le mouvement Antitech Résistance. Et de ce que j'en avais lu, ça corrobore beaucoup les idées que j'avais dessus. Et pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à regarder des réactionnaires écolos? Bah, pour moi, c'est un pléonasme. Pardon. Non, ne commente pas comme ça, s'il te plaît. On doit convertir, Chris. Mets-toi dans un mood, il y a des gens à qui l'écologie parle et il faut qu'on les ramène vers le communisme. Si tu leur dis d'emblée que tout le monde est réactionnaire, ils vont se dire ouais, c'est des stalles, pro-canal de la mer Blanche, on va pas les écouter. Bah carrément, c'est intéressant, sachant que je pense que oui, il y a un espace pour l'écologie progressiste et humaniste, et communiste surtout, nous c'est notre sujet, mais par contre effectivement comme tu dis, il y a tout un espace réactionnaire qui se crée, qui est là depuis longtemps. T'en as parlé, le nazisme, mais aussi le mouvement écologique des années 70, qui vient beaucoup d'extrême droite, avant d'être la gauche, Brice Lalonde et tout. Zoé a fait des points Godwin au bout d'une minute en disant que les nazis sont d'extrême droite. Bon, moi je trouve que voilà, c'est des raccourcis, les choses sont peut-être plus complexes, plaisanterie évidemment, mais non, c'est super intéressant, notamment parce que, alors moi j'ai un peu une vision là-dessus, la crise du mode de production étant de plus en plus visible, ressentie par toutes les classes n'ont pas intérêt à ce que cette crise s'incarne dans la remise en question du mode de production. Autant le prolétariat ou le salariat y a intérêt, mais la petite bourgeoisie ou la grande bourgeoisie qui, elle, voit justement la crise, ne peuvent pas remettre en question le mode de production. Donc elles ont besoin d'idéologies de crise qu'elles vont pouvoir mobiliser pour pouvoir se sauver. Et donc elles vont se focaliser sur la crise de la planète. Avant, on avait la crise de la civilisation, etc. C'est des choses qu'on voit très souvent. On a vu à chaque fois dans des périodes critiques, par exemple, je parle souvent de la première crise du capitalisme à la fin du 19e siècle, et on a vu vraiment la bourgeoisie tomber sur la crise de sens et le combat avec le religieux, tu vois, les lois sur la laïcité, etc. Donc là, voilà, je pense que l'écologie réactionnaire et conservatrice va se faire de plus en plus prégnante, et on a besoin justement d'être vigilant là-dessus. Donc on va voir comment les copains de Fracas ont traité ça avec leurs bons points, et puis peut-être certaines limites qu'ils peuvent avoir. Ouais, parce que Fracas, c'est un média qui est engagé, qui cache pas son engagement politique, ce que nous, on apprécie beaucoup, parce que bon, le journalisme neutre, ça va 2 minutes, mais ça n'existe pas. Et en général, à gauche, on a cette franchise et cette sincérité de dire d'où on parle. Fracas, c'est des camarades, clairement. Mais effectivement, nous, je pense qu'on a un regard différent dessus, parce que nous, on est communistes marxistes. Je ne pense pas que la rédaction de Fracas se revendique comme ça, même s'il y a des takes qui peuvent être proches des nôtres. Et donc, ça va être aussi intéressant à la fois de parler d'Antitech Résistance, mais de parler de la manière dont, par exemple, les camarades de Fracas en parlent. Vraiment, je vous dis, ça va être passionnant. Attention, alors vous allez me voir m'énerver, les amis. Je vous préviens. Je vais m'énerver fort. Bon, let's go, on y va. Nombreux à nous le demander, aujourd'hui, on va parler d'Antitech Résistance, aussi connu sous le nom d'ATR. Ah bon, qui nous l'a demandé? Mais si, regarde, on a eu un commentaire sur la dernière vidéo. Ces derniers temps, il y a eu pas mal d'articles à leur sujet. Ça, les amis. On connaît ça, n'hésitez pas les gens, laissez des commentaires pour dire quoi faire. Des fois, on est en panne d'aspiration. Et il se peut parfois que, comme nos camarades de Fracas, il n'y ait qu'une seule personne qui l'a demandé, mais on avait trop envie d'en parler. Donc on dit, on nous l'a beaucoup demandé. C'est pas du tout démocratique. Nous, on a un sens de la démocratie qui est l'adéquation à la conscience possible. Donc, si vous êtes 120 000 à nous faire une proposition qu'on considère
inadéquate à l'appât du team, on prendra pas. Si vous êtes un et que vous avez touché nos cerveaux et que vous êtes pile poil dans la ligne, on prendra. Voilà, c'est ça la vision démocratique. Et aussi du côté des mouvements militants, faut dire qu'ils sont pas trop appréciés. Ouais, puis eux, en face, ils attaquent tous ceux qui oseraient les critiquer. Bon, du coup, on a voulu y voir plus clair et se Ça, on peut pas leur reprocher. demander qui est vraiment ATR. Pour ça, on est allé voir du côté des critiques, mais on a aussi interviewé un cadre de l'organisation et surtout un sociologue qui a passé 1 an dans le mouvement. Mais reprenons depuis le début, déjà, c'est quoi ATR? Antitech Résistance, c'est le mouvement révolutionnaire non violent d'écologie radicale, en tout cas c'est comme ça qu'ils se présentent. Et ils ont un unique objectif, démanteler le système. Déjà, la précision non violente est c'est assez... très précis. Bah, surtout quand on voit la suite, est assez intéressante de le préciser quand tu vois leurs inspirations. L'idée même de non-violence, c'est par définition une embrouille déjà, quoi. Et le concept de violence est toujours à situer, en fait. C'est quoi la violence, tu vois? Parce que souvent, la manière dont la violence est instrumentalisée dans les médias bourgeois, ça va être est-ce que vous condamnez les violences, etc. Donc ça va être par exemple les violences pendant les révoltes suite au meurtre d'un enfant par un policier. Ça va être les violences, c'est-à-dire sur du matériel, des vitrines de banque, des abribus, etc. pendant des manifestations. Ça, c'est des choses qu'on considère comme de la violence, on va dire, dans les médias mainstream, etc. Mais en fait, la violence, ça peut être par exemple de prôner des systèmes politiques où on n'a plus accès à la médecine moderne et où une femme sur 20 meurt en couche. Ça, c'est peut-être de la violence. Je suis en train de vous spoiler un petit peu là, mais bon, voilà. On verra. La notion de non-violence... Bah, la notion de violence, pour moi, c'est droitier, en fait. Cette idée de se dire on va être un mouvement radical non violent, pour moi, c'est droitier parce que c'est toujours le pouvoir qu'utilise l'anathème de la violence pour attaquer des mouvements oppositionnels frontaux. C'est-à-dire, on va considérer que les gens de la CGT sont violents, les gens qui arrachent des chemises de gens de Air France sont violents, tu vois, comme tu as dit, les manifestants. Préciser ça, c'est déjà se mettre du côté du pouvoir en disant non seulement nous, on assume la non-violence, on le propose, et presque ça veut dire on n'est pas des gauchistes, quoi. Red flag, comme on dit dans le monde des internets. La mise en place de la sécurité sociale, ça a nécessité un rapport de force qui a impliqué des militants communistes qui sortaient du maquis après avoir buté des nazis pendant des années et vu leurs camarades se faire buter et torturer par des nazis et sortir en armes du maquis pour imposer le rapport de force au patronat. C'est probablement un petit peu violent dans la tête de beaucoup de gens qui condamnent les violences. Il n'empêche que, en fait, ça s'appelle un rapport de force imprimé à en face une puissance qui, elle, assoit une violence qui est une violence acceptée, normale. La violence, par exemple, de faire travailler des gens 40 heures par semaine en manutention et de briser leur corps au point où, à 50 ans, ils ne pourront plus jamais lever le bras de leur vie parce que leur épaule est morte. Ça, c'est une violence dont on ne parle jamais, alors que c'est une violence qui a des conséquences concrètes bien plus massives en termes de nombre de gens et en termes de gravité de l'atteinte que péter un abribus, quoi. Nous vivons la 6e extinction de masse et la nature et les êtres humains sont surexploités. Et pour eux, le coupable, c'est le système technologique. Ce sont les machines qui artificialisent les sols, forcent des populations du sud global à mourir dans les mines et nous dirigent tout droit vers ce qu'ils appellent l'effondrement. L'urgence, c'est donc de démanteler ce système technologique. Bon, cette analyse-là, elle n'est pas nouvelle. ATR s'applique. Bah déjà, le constat, il est, à mon sens, assez faux. Enfin, on ne comprend pas. Ça, c'est un truc qu'on peut, moi, je trouve critiquable en soi aux militants de l'écologie radicale, c'est on ne comprend pas qui est la victime. Là, on comprend que la victime à défendre serait la planète Terre, ou, tu vois ce que je veux dire, la nature en soi, ce qui pour moi est déjà une tendance réactionnaire, alors qu'en fait, la préservation de l'écosystème est d'abord une nécessité de préserver l'humanité, une partie de l'humanité, parce que justement la crise écologique est une crise sociale d'abord, c'est qu'il y a des gens qui peuvent très bien supporter des hausses de température, il y a des gens qui vivent à Phoenix, parce que c'est la première puissance mondiale, il y a des gens qui vivent à Phoenix alors qu'il fait 55 degrés l'été, tu vois, mais parce qu'ils ont le niveau de puissance impérialiste et technologique pour pouvoir avoir des climatiseurs, tu vois, pendant que d'autres vont mourir de soif quelques centaines de kilomètres plus loin à la frontière mexicaine. Donc le rapport, c'est-à-dire à la nature, et donc même à sa transformation, à l'adaptation dont l'humanité se fait, n'est pas égalitaire. Et dans le système de mode de production capitaliste, impérialiste qui pollue toute la planète, il l'est de moins en moins. Et il va l'être de moins en moins. Des libertariens essayent de vous vendre comme quoi Marx se serait trompé. Quand il parle par exemple de paupérisation progressive de la population, Marx a raison. Je vais faire une précision là-dessus. Les gens qui vous disent « Mais regardez, en fait, les gens ne se sont pas paupérisés, ils ont gagné du mode de vie. » À l'échelle globale, il y a une paupérisation. Les gens qui vous vendent que des conditions s'améliorent, c'est parce qu'en fait,
ce n'est pas leur rapport au capitalisme, c'est la sortie du mode de production précédent féodal, de la paysannerie en crise, etc. Et les gens comparent la sortie du mode de production féodal avec l'entrée sur le mode de production capitaliste en disant « mais regardez, ils ne sont pas paupérisés ». Mais Marx ne parle pas de ça. Marx montre qu'une fois que tout le monde sera dans le capitalisme, à la fin, on paupérisera tout le monde. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'échelle de la planète. Maintenant que tout le monde est sorti des modes de production un peu classiques, paysaniers, de subsistance, féodaux, traditionnels, etc., tout le monde se paupérise de manière violente. Et ce que fait le capitalisme en détruisant la planète, c'est qu'il détruit justement les conditions de vie de la majeure partie de l'humanité. Et la victime du dérèglement climatique, ce n'est pas la planète, ce n'est pas le climat. On s'en tape, le climat n'a pas de, tu vois ce que je veux dire, de conscience, n'a pas de, voilà, c'est l'humanité. Si on prend d'ailleurs même justement le climat sur du temps long, aujourd'hui on est dans une période plus froide qu'à d'autres périodes. Mais en fait on s'en tape, c'est que justement la manière dont l'humanité dérègle le climat par son mode de production ultra violent, ultra centré sur une partie de l'humanité, fait que oui, même si c'est plus froid à l'échelle générale, à l'échelle de l'humanité ici présente, celle qui est la plus opprimée, c'est insupportable. Voilà. Et tu vois, on le voit bien dans cette présentation parce qu'en gros, ils disent donc c'est les machines qui surexploitent. Et tu vois, ils font quand même un peu attention, mais la distinction est pas si claire que ça en réalité. Mais ils font quand même un peu attention toujours à dire surexploitent la nature et les êtres humains. Tu vois. Le problème, c'est que, désolé les amis, mais la technique, les machines dont on parle là, qui sont des machines, on va dire, post-révolution industrielle, donc qui existent depuis 200 ans, avant 200 ans, les êtres humains étaient déjà exploités. Enfin, je veux dire, il y avait déjà des gens qu'on faisait travailler dans des conditions dégueulasses, qui mouraient au travail, etc. Ça, c'est pas la technique qui exploite les hommes. Et sur la surexploitation de la nature, c'est très précis ce que tu dis, parce que la nature en soi, la planète, alors on va partir de ce principe-là tous ensemble ici. Hein. Nous ne sommes pas en mode la Pachamama parfaite et naturelle qui existe parce que je sais pas, une entité supérieure l'a voulu ou je sais pas quoi. Alors chacun a ses croyances religieuses et tout ça, tout ce qu'il veut, mais en termes de pensée, d'organisation de système politique, nous n'avons pas pour absolu le fait que la nature est quelque chose de parfait et de bien pensé et que notre objectif, c'est de tout redonner à la nature. D'accord ? C'est pas ça. La planète, dire on va sauver la planète sans penser qu'en fait, on veut sauver la planète pour sauver la possibilité des êtres humains de vivre dessus. Et pour que les êtres humains puissent vivre dessus, il faut qu'il y ait une variété de plantes, il faut qu'on puisse faire pousser des choses pour les manger, il faut que des animaux puissent exister, etc., etc. Enfin, voilà. Mais l'objectif principal, c'est la préservation des vies humaines dans toute leur diversité et toutes à égalité les unes aux autres. Ça, c'est notre morale politique à nous, ici, communistes. La planète en soi, les gars, la planète, c'est un gros caillou, d'accord, avec un centre très très chaud, qui tourne autour d'une grosse boule de feu. D'accord, c'est ça. Le caillou planète va continuer à exister, quoi qu'il se passe, même si on fait péter des bombes nucléaires partout et tout, et qu'on abolit toute forme de vie. Ce gros caillou va toujours exister et probablement qu'il va rester des micro-formes de vie qui vont évoluer, et puis plus tard, je sais pas, dans 200 millions d'années, il y aura tout un tas de crabes géants super intelligents et tout, enfin j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, moi je m'en fous en soi de la planète et comprenez bien, je dis même pas ça d'une manière provocatrice. Je le dis parce que c'est réellement, je pense que centrer son projet politique sur la nature, avec 200 millions de guillemets autour, et ne pas le centrer sur la vie humaine, ça fait dire des énormes conneries et ça fait prendre des décisions de connards. Et je pense qu'on va en avoir une bonne illustration juste après. Mais je le redis, parce que là, déjà, le constat, c'est aussi pour moi une limite, là, juste même de fracas. C'est-à-dire, on va le voir tout au long, mais c'est cette séparation entre l'activité humaine totale, voilà, et une partie de l'humanité. Et en fait, le risque de ça, c'est de ne pas justement comprendre que la problématique, c'est une activité différenciée de la totalité humaine, c'est-à-dire une partie de l'humanité exploite l'autre. Si tu te centres justement sur... tu sors de cette totalité à sauver, effectivement, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut sauver cette totalité, ça va peut-être être provocateur pour Zoé, mais il faut même sauver les bourgeois d'eux-mêmes. Tu vois, c'est de leur... Il faut les sauver de justement leur activité prédatrice pour retrouver justement un équilibre de l'humanité tout entière. Et le risque, en fait, justement, de considérer qu'il y a des activités qui sont, que l'humanité est un problème pour la planète, et donc d'essayer de penser à un point de vue de la planète, ça veut dire qu'on va non pas vers la transformation de l'activité totale, mais on va commencer par limiter, attaquer l'activité humaine, et donc à la fin considérer, et on va le voir,
que certaines activités ne sont pas possibles, que certaines formes d'émancipation ne sont pas possibles, que on va trop loin, on dépasse les limites. Et quand on commence à faire ça, je rappelle qu'il y a une revue qui s'appelle d'écologie radicale qui s'appelle Limite et qui est une revue confuse, un peu à cheval entre des théories très réactionnaires et soi-disant progressistes. Mais cette idée même de limite est problématique justement quand on parle du développement de l'humanité, quoi. Puis sur des penseurs technocritiques comme Jacques Ellul, Lewis Mumford ou encore et surtout Theodor Kaczynski, plus connu sous le nom de Unabomber. Ce qui n'est pas trop la même chose au final entre Ellul et Kaczynski, quoi, mais bon. Alors, sachez les amis que ni Chris ni moi n'avons pour l'instant lu le manifeste de Kaczynski, mais on va s'y mettre parce que Si, moi j'ai lu 2 questions fois. d'écologie. Ne balance pas de fausses rumeurs. Non, je le connais Parce pas. que ces sujets sur l'écologie et les différentes formes politiques que peut prendre le combat écologiste, c'est des trucs qu'on va creuser dans les prochains mois et les prochaines années, les amis. Et donc, on va se farcir Kaczynski parce que ça revient souvent, y compris dans nos commentaires où il y a des gens. Et figurez-vous que nous avons déjà parlé de Kaczynski une fois. Et je pense que c'est extrêmement précis de le citer. C'était dans un Paye-ton droitard et c'était dans le Paye-ton droitard consacré à l'Observateur. L'Observateur qui est un homme architecte, libertarien, fan de Bernard Arnault, extrêmement misogyne, mais à des points, qui fait la promotion de la violence des hommes envers les femmes, qui la naturalise, etc., qui est un niveau de misogynie, qui est une misogynie qui met concrètement en danger des gens, quoi. Et ce mec-là, par exemple, trouve que Kaczynski, c'est super. Et on en parle un petit peu dans la vidéo, et c'était trop marrant, parce qu'il y avait eu plein de commentaires en dessous qui nous disaient non, mais vraiment, lisez Kaczynski, c'est trop bien et tout. Alors, on va le lire, les amis, mais alors, comment vous dire ? Quand c'est soit ces gars-là, soit l'Observateur qui kiffe Kaczynski, mon nez me dit que ça pue peut-être un peu du cul. Mais on va voir, ils vont nous expliquer un peu, Unabomber, quel a été son choix de mode d'action politique. On va avoir des trucs à dire. C'est vraiment lui qui a inspiré le mouvement et tous les membres se réfèrent à ses textes en permanence. Unabomber, c'est ce mathématicien qui est devenu tristement célèbre après avoir mené plusieurs attentats à la bombe entre 1978 et 1995, faisant 3 morts et 24 blessés. Il envoyait des colis piégés à des personnes qu'il considérait comme responsables de la société technologique, par exemple un dirigeant de compagnie aérienne ou des universitaires en informatique. Plus de 5... Des universitaires en informatique, déjà. La violence du truc, quoi. Colis piégé à des universitaires en informatique, c'est une folie, quoi. Et là, vraiment, typiquement, c'est vraiment la confusion entre l'activité humaine et le mode de production. Et tu te demandes, en fait, de quel point de vue il se place, en fait. Qui y défend ? Moi, je me pose la question, qui y défend en faisant ça ? L'idée même de dire la planète, oui, mais en fait, on prend trop ses ressources. Mais si demain, on prend toutes les ressources de la planète et que ça permet une vie harmonieuse, et qu'on arrive à les reproduire, moi, je le dis, qu'est-ce qu'on s'en fiche, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est comme si vous disiez, moi, j'exploite mon jardin parce que j'arrive à être 100% suffisant en plantant toutes mes carottes, tous mes navets, etc. Et je mange 100% des ressources et ensuite je les reproduis. Bah oui, vous prenez 100% des ressources que offre votre jardin, vous le massacrez pas parce que le temps 1, vous consommez, après vous replantez et après vous reconsommez, donc vous avez une forme d'équilibre. Ben oui, si vous voulez, peut-être que du point de vue de la planète, elle aurait voulu être tranquille et laisser pousser des coquelicots. Mais qu'est-ce qu'on en a à taper, tu vois ? Et donc là, vraiment, typiquement, tuer des informaticiens universitaires pour pouvoir, soi-disant, lutter contre l'exploitation de la planète, c'est vraiment cata, quoi. C'est très précis sur sa compréhension du mode de production quand tu dis. Alors, dirigeant de compagnie aérienne, c'est un PDG, etc. Voilà, peut-être qu'il aurait fallu penser aux actionnaires, je sais pas. Et puis, buter des travailleurs dont le travail, c'est justement de faire de la recherche. Là, tu vois, c'est extrêmement précis. Moi, je regarde pas du même regard quand les cibles que tu choisis, c'est des travailleurs qui font le travail pour lequel on les paye, et sans te poser la question de qui choisit de mettre les crédits de recherche à tel endroit ou tel endroit, etc. C'est-à-dire le choix que tu fais de ne pas t'attaquer au cœur, c'est-à-dire au mode de production, qui décide comment on oriente la recherche, comment on oriente la production et pourquoi. Parce qu'en fait, tant qu'on est dans un système capitaliste, que les entreprises sont des propriétés privées lucratives, dont l'objectif est de tirer de la plus-value du travail d'autres, la recherche va être orientée pour ça. Et la recherche ne va pas pouvoir être décidée collectivement par, je sais pas, par exemple, les travailleurs de l'informatique qui pourraient ensemble se dire où est-ce qu'on en est dans la recherche informatique ? Est-ce qu'il faut qu'on mette les crédits de recherche plutôt à tel endroit ou plutôt à tel endroit ? Non, tu t'attaques pas à ça. Toi, tu te dis, je vais aller buter le travailleur directement. C'est pas la même chose pour moi que, alors,
Bien sûr, vous savez ici, nous sommes parfaitement non violents comme ATR, et donc loin de nous rendre coupables d'incitation à quoi que ce soit qui ne soit pas légal et à quelques modes d'action qui consistent à toucher le moindre cheveu de la bourgeoisie, c'est vraiment pas notre style ici. Donc là, on a un type qui, a priori, encore une fois, j'ai hâte de lire ses écrits, hein, mais vu le mode d'action qu'il a choisi, ça parle quand même un peu pour lui. On a un type qui est incapable de réfléchir au mode de production, globalement, qui s'attaque à des individus qui travaillent, sans aller se poser la question politique globale de comment on fait pour que ce système soit un système où on puisse décider autrement que qui a le plus de pognon pour décider. En plus, moi, je vais être cash. C'est même pas pour condamner une forme de violence, mais c'est même, tu te dis, mais pourquoi tu t'attaques pas directement à des équipements technologiques, vu que ton problème, il est technologique? Pourquoi tu vas tuer des gens qui font de la recherche, quoi? Tu vois, c'est le fond de ce qu'on va dire. Il y a un anti-humanisme, en fait. Tu vois, quand on dit tout à l'heure depuis le début, il y a un anti-humanisme. Il y a une espèce de misanthropie générale. C'est intéressant parce que c'est aussi il y a un film là-dessus qui s'appelle L'Armée des 12 singes. Je sais pas si tu as déjà vu ce film avec Bruce Willis, c'est un film de Terry Gilliam, etc. Qui est le fond de cette pensée-là, à mon avis, qui vient à peu près au même moment d'ailleurs, où l'écologie radicale commence à être pensée, où le problème est l'humanité et il y a quelqu'un qui fabrique un virus pour pouvoir tuer toute l'humanité. C'est-à-dire pour faire en sorte que ce soit un virus qui s'attaque que aux humains et que l'humanité, tout le vivant reste sur la planète sauf l'humanité. Pour moi, cette misanthropie de fond et cet anti-humanisme, pour moi, il traverse vraiment et il est pour moi extrêmement problématique dans la façon dont on pense la crise générale que l'humanité traverse dans son activité capitaliste. 50 millions de dollars ont été dépensés pour le retrouver, ce qui en fait l'une des traques les plus coûteuses des États-Unis. Bon, ATR ne se reconnaît pas dans les actes terroristes réalisés par Kaczynski et il les dénonce, mais ils se reconnaissent clairement dans ses écrits dont il s'inspire. Mais ATR reste un mouvement. Tu vois, là, Vas-y. C'est un peu les trotskistes du kaczynskisme. Pardon. Non mais là il y a effectivement le problème de cette séparation un peu, tu vois, de dire comme si en fait il n'y avait pas une cohérence entre les écrits et le mode d'action. Je fais partie des gens justement qui essayent d'essayer de comprendre par exemple, oui, pourquoi l'URSS, de pas faire genre ouais mais l'URSS ça n'a rien à voir avec Marx. Bah non, en fait, tu vois ce que je veux dire. J'essaie plutôt de trouver pourquoi l'URSS est dans la droite ligne de Marx et qu'il y a des choses qui sont, à notre sens, dysfonctionnelles, n'ont pas été envisagées, etc. Mais c'est trop facile de se dire, je prends que... Tu sais, on en a parlé de ça, tu vois, je prends que les bouts qui m'arrangent, quoi. Voilà, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment... Lucas, je te définis bien, c'est vraiment la pensée petite bourgeoise orientée sur les affects qui prend une partie du mode de production, une partie de la critique sans prendre l'autre bout. Comme ça, effectivement, elle se construit un truc totalement abstrait, parfait dans sa tête, mais qui n'a aucune forme d'expérience. Bah non, si Kaczynski a utilisé ce mode d'action, d'activité, c'est que c'est cohérent avec sa pensée. Et tu peux pas en faire l'abstraction, quoi. Tu peux pas en faire, je prends que ce qui m'arrange et tout. Sinon, tous les objets sont géniaux. Nous, on a parlé, petite digression, je prends qu'une minute, mais nous, on a souvent parlé de notre passion commune. On en a plusieurs, mais pour Louis-Ferdinand Céline, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment ce salopard antisémite peut aussi produire des passages sublimes sur l'humanité dans Voyage au bout de la nuit, quoi. Et quelle est la cohérence de ces deux-là, quoi. Et pas de dire, non, je prends que Voyage et je prends pas Bagatelle pour un massacre, comme ça, c'est un super écrivain humaniste. Bah non, tu peux pas faire l'abstraction. Et donc, tout le tragique, c'est d'essayer de comprendre la cohérence entre les deux, quoi. Et je te dis parce que je sais que chez ATR, ça bosse en termes de théorie. Pour le coup, c'est des gens qui ont des auteurs, qui produisent de la théorie et tout. Cette vidéo, c'est une sorte d'intro à notre critique de ce type de mouvement-là. Mais vraiment, moi, j'ai envie d'aller les lire derrière et de savoir. Ils se revendiquent de Kaczynski, mais ils ne se revendiquent pas du mode d'action qu'il a choisi. Ont-ils analysé en profondeur qu'est-ce qui, chez Kaczynski, l'a poussé à avoir ce type de mode d'action? Et du coup, sur quoi eux doivent rogner si ils reconnaissent une partie de ses écrits, mais pas son mode d'action? Exactement. Il a été fondé en 2022 et compterait une centaine de membres à travers la France. Ils sont présents dans de nombreuses villes comme à Rennes, Paris ou Grenoble, ce qui ne l'empêche pas d'avoir À Rennes, c'est tout. déjà une certaine influence. Plus de 11 000 abonnés sur Instagram, plusieurs comptes secondaires et des relais comme Nirina YTB avec plus de 140 000 abonnés. Le capitalisme technologique a trouvé la recette parfaite, vous rendre incapable de vous passer de ces produits. Bien qu'il ne soit pas connu du grand public, ATR est une organisation structurée et bien présente dans les milieux militants. Et ils interrompent fréquemment des conférences pour appeler à la révolution. On a besoin de vous. Ne servez pas les industries. Elles vous mentent. Elles feront tout. Elles mentiront. Ils ont une stratégie de recrutement Tu vois là, ne servez pas les industries, elles vous mentent. Mais de qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'agriculteur en fermage qui va traire ses chèvres 2 ou 3 fois par jour, je sais plus combien de c'est, mais c'est plusieurs fois par jour,
en se levant à 5h du mat, etc., qui n'est pas propriétaire de ses terres et qui subit des conditions de production, etc., qui sont extrêmement difficiles et qui est à 2 doigts du suicide? Est-ce qu'on parle des travailleurs de la laiterie, manutentionnaires, intérimaires, qui arrivent le matin à 6h du mat, on leur dit tu vas prendre les paquets qui sont là et tu vas les mettre là-bas et tu vas faire ça pendant 4 heures et ensuite tu iras au salage et machin et truc? Ou est-ce qu'on parle du PDG de cette énorme laiterie, des actionnaires de cette énorme laiterie? De quoi on parle quand on dit l'industrie, elle vous ment? Ça n'a aucun putain de sens. Je suis désolée, mais c'est vraiment une dépolitisation complète de ce dont on parle. Et là, en plus, c'est des méthodes industrielles. Et en soi, faire du fromage, ça reste un truc assez, tu vois, simple, hein, technologiquement. Tu prends du lait, machin, tu fous des ferments, tu le sales, t'attends qu'il sèche. Enfin, voilà, c'est pas un niveau technologique très, très élevé. Mais le fait de faire une usine agroalimentaire, ça permet de produire beaucoup plus de fromage avec beaucoup moins de travail humain. C'est ça le but. Après, on peut discuter de si c'est du bon fromage ou pas. Il y a des méthodes pour faire du bon fromage, même en grand volume, en réalité. Mais ça dépend de la manière dont tu traites le lait, etc. Bref, on va pas rentrer dans ces détails-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'industrie, elle vous ment. Pardon, hein, mais c'est très peu précis. C'est typiquement fétichiste de la marchandise. Et la définition propre, c'est on personnalise une activité totale humaine, qui est le mode de production, et ça tombe toujours dans le complotisme, en fait. Vraiment, à la fin, l'industrie qui est une activité à un rapport social complet, dont personne ne maîtrise les tenants et les aboutissants. Il faut comprendre ça aussi. Les bourgeois sont eux-mêmes aliénés par leur mode de production. Si les bourgeois font si bien ce travail de violence sur la planète, c'est qu'ils croient vraiment faire des bonnes choses. Ce ne sont pas des gens cyniques, complotistes, qui s'arrangent à trois pour pouvoir fabriquer du mensonge 24 heures sur 24. Donc là même, tu vois, au-delà même de cette vision d'analyse de fond sur, comme on a dit tout à l'heure, la victime c'est la planète et l'ennemi c'est l'humanité, tu vois, mais même l'activité est problématique. On est dans le fétichisme de la marchandise. Et là, on reproduit les catégories du capitalisme, c'est-à-dire l'incapacité à voir les rapports sociaux, c'est-à-dire à ne voir les choses qu'à travers des personnes ou des choses personnifiées, ce qu'on appelle le fétichisme et la réification. Et donc, à la fin, on n'a qu'un mode complotiste qui est bien incarné dans les industries, elles vous mentent. Voilà, les industries, elles veulent ça de vous. Mais les industries ne sont pas des personnes, les industries sont eux-mêmes, comme tu l'as dit, objets de rapports sociaux, objets de dialectique, objets de conflit, objets même de bénéfices pour l'humanité. Je suis désolé, mais les gens, il faut qu'ils se rendent compte. Aujourd'hui, le temps libéré pour l'humanité, pour la création, pour l'amitié, pour les relations démonétisées, qu'a créé même le capitalisme qui veut tout monétiser. C'est ça, au fait, la violence, c'est que le capitalisme entre en contradiction avec certaines choses qu'il promet, voilà. Et revenir à un mode, comme tu disais, où il n'y a pas d'industrie qui fabrique du fromage, ça veut dire que vous allez tous devoir fabriquer votre fromage. Et vous vous rendez pas compte, vous allez passer vos journées à travailler, à produire. L'humanité sortie du mode de l'abondance préhistorique, de la collecte et de la chasse, c'est une humanité de la pénurie, de l'agriculture, depuis l'âge de fer, etc. C'est une humanité qui est orientée 100% de son temps à produire ses ressources de survie, quoi. Et cette idée de libérer du temps par la socialisation, par la production collective qu'a permis le capitalisme, c'est quelque chose de précieux, de moderne, qu'il faut faire en sorte qu'il profite à 100% de l'humanité et pas simplement à une partie. Intensif, qu'Extinction Rébellion qualifie même d'entrisme et d'évangélisme. Ils prennent souvent la parole à la fin de conférences écolo pour essayer de convaincre les gens. Extinction Rébellion, c'est pareil, c'est aussi des gens... je me rappelle d'Extinction Rébellion quand les Gilets jaunes avaient pris un centre commercial à Paris, je crois que c'était à Bastille ou je sais plus où, ils effaçaient les slogans ACAB derrière en disant non, faut pas dire ça, la police, faut pas être contre eux, etc. Quand vous entendez Extinction Rébellion, en fait ils sont là, c'est extinction de la rébellion. Voilà, pour eux c'est ça. Position de classe et une écologie qui ne regarde jamais la classe. Bref. La vraie urgence, c'est le démantèlement du système technologique et qu'il faut rejoindre ATR. À tel point qu'aux résistantes... Alors, tu vois, le démantèlement du système technologique, ça ne veut absolument rien dire. La technologie, la technique est une activité humaine totale. L'humanité, dans toute son histoire, n'existe et ne se différencie des autres sphères du vivant que par sa suractivité technique. Ça n'existe pas de penser l'humanité sans la technique. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va le voir, mais que font aujourd'hui les anthropologues pour différencier les stades de l'humanité? Ils les différencient par la technique. La collecte, la chasse, c'est une technique. L'âge de fer, l'âge de bronze sont des techniques. L'âge de l'agriculture sont des techniques. C'est des modes de reproduction technique. L'idée même de sortir du mode technologie, etc., ça n'a aucun sens. Et il y a toujours eu, effectivement,
des limites et des problèmes. À un moment donné, justement, et c'est ça la dialectique de l'humanité avec la nature, si l'humanité est restée si longtemps dans son mode archaïque de collecte et de chasse, c'est parce que la nature était surabondante et donc ça suffisait. Quand l'espace de collecte et de chasse est devenu plus limité par rapport à l'évolution de la population, elle a dû inventer d'autres techniques d'agriculture, d'élevage pour pouvoir survivre. L'idée de la transformation de la nature et de la technique, comme dirait Marx, c'est le métabolisme de l'humanité. Ça n'existe pas de sortir de la technologie ou de la technique. C'est l'activité humaine et c'est l'activité même animale avancée. Les grands hominidés ont des techniques, d'autres formes d'espèces ont des techniques, etc. Enfin, c'est vraiment une folie, quoi. Alors, pour être précis, vous allez voir, on va avancer dans la vidéo, mais en fait, ils font une distinction sur quel type de technique. Ah, mais c'est pire. Oui, mais tu vas voir. Ils vont faire cette distinction entre à quel moment la technique est devenue méchante. Festival militant, ils étaient dans le bingo des interventions du public en fin de table ronde. Ils participent aussi au rassemblement militant pour clamer des champs de manif version anti-tech avant de se faire virer par des militants de gauche. Des terres et révolutionnaires, anti-tech, des terres et révolutionnaires. Et pour cause, ils critiquent sévèrement les autres écolos et surtout la gauche en général. En fait, ATR rejette les clivages politiques traditionnels. Ils se revendiquent. Oh bah tiens Ah bah Oh bah quelle surprise Oh, on l'avait pas vu venir celle-là. En fait, il n'y a pas de gauche et de droite. La seule chose qui compte, c'est est-ce que tu es pour ou contre la technique. Oh ben oui. Je pense. Ça sent la position de classe, ça. Bref. Ouais, ça sent la position prémoïsation. Hein. Les gens qui veulent pas se confronter là-dessus sont effectivement, typiquement des gens qui font de la confusion au mieux, du confusionnisme au pire. Ni de droite ni de gauche, et qualifient les autres orgas de réformistes, voire de technocollabos. Selon eux, les progressistes sont les idiots utiles de l'expansion industrielle, les gardiens de l'écologiquement correct, les agents de la technocratie en milieu militant, bref, les complices de l'écocide. En face, ah ouais, ça dit les termes. Ça commence à puer un peu la merde, là, du coup, comme déclaration. Déjà, quand moi, j'entends progressiste, c'est un problème. Tac, progressiste, hein, je rappelle, le mouvement ouvrier communiste s'est toujours mis dans le camp du progressisme. Voilà, c'est-à-dire ceux qui veulent le progrès social et humain. Et c'est un mot de la classe ouvrière, le progressisme. Hein. C'est pas un mot de la classe bourgeoise. Hein. Moi, j'ai immédiatement envie de demander le taux de mecs blancs valides dans leur gamme. On a vu dans les vidéos. Je pense qu'on va avoir des détails, mais on l'a vu. les progressistes ne mâchent pas leurs mots non plus. En 2024, des militants de Rennes affirmaient déjà qu'ATR n'était pas l'allié de leur lutte. Et le 30 juin dernier, plusieurs collectifs dont Extinction Rébellion, le Mouton Numérique et des collectifs antifascistes de Paris ont signé un texte appelé ATR, ni de gauche ni de droite, mais bien réac. Selon eux, en prônant la destruction du système technologique, tout en rejetant l'idée même de révolution progressiste, ATR s'inscrit dans une logique réactionnaire effondriste, similaire à celle de certains primitivistes, survivalistes ou écologistes d'extrême droite. Tout de suite, là, réactionnaire, encore les grands mots vides de sens, ah, c'est bon. Bah, c'est pas vide de sens, réactionnaire. Laisse-le continuer, c'est une blague. Pas vraiment. Un réactionnaire, c'est une personne opposée au progrès, partisan d'un retour vers un état social ou politique antérieur. C'est aussi, selon Marc Lilla, historien américain et auteur de L'Esprit de réaction, une personne qui identifie un point de bascule où tout a dérapé, qui oppose un avant idéalisé à un après décadent. À première vue, ATR coche les cases. Pour eux, la rupture, c'est la révolution industrielle. Comme on vous l'a dit, on a interviewé un cadre d'ATR, mais après l'interview, après coup, l'organisation... On apprend donc, Zoé, qu'il n'y avait pas de technique et de technologie avant la révolution industrielle, et que avant la révolution industrielle, l'être humain n'avait pas d'impact sur la nature. Bon, je veux dire, moi, on sait que je suis pas antispéciste ou quoi. Pour nos amis antispécistes, ils seront heureux de savoir qu'on n'exploitait pas l'animal avant la révolution industrielle, que les grands programmes de fabrication de bateaux de Colbert n'ont pas refabriqué complètement le paysage des forêts français, vraiment, que le chauffage au bois ne refabriquait pas complètement l'écosystème, vraiment, c'est assez ridicule, quoi. Oui, c'est ça. Et alors après, tu vois, eux, en gros, ils vont s'appuyer sur le fait que actuellement, on vit la 6e extinction de masse avec une transformation du climat qui est extrêmement rapide par rapport au changement climatique, on va dire, habituel dans l'histoire de la planète Terre. Et donc, c'est pour ça qu'ils mettent cette limite à ce moment-là, c'est qu'avant, c'était de la technique qui influait, mais qui ne mettait pas en cause l'existence même. Tu vois, mais bien sûr, mais je suis d'accord avec toi, Chris, mais je présente leur argument. Bien sûr, pardon. Je présente leur argument. Donc voilà, avant, c'était de la gentille technique.
qui modifiait, mais pas trop. Et en fait, à partir du 19e siècle, on a vraiment eu un point de bascule où là, la technique devient un problème en soi. Bah, c'est intéressant parce que en plus, si tu veux, c'est vraiment une position que enfin, là, je vais citer encore Lukács, mais c'est vraiment la destruction de la raison. Effectivement, l'humanité avance par effet de développement, crise et résolution de ces crises, résolution des problèmes. Effectivement, l'humanité se rend compte que dans son développement aujourd'hui, elle est capable d'influer le climat contre elle-même. Voilà. C'est un vrai problème qu'il faut résoudre. Et je veux dire, demain, si ça nous permet de contrôler le climat, tu vois, je veux dire, tant mieux, quoi. Tu vois, il y a tout un tas de choses que l'humanité s'est mise à contrôler alors qu'avant, elle le subissait. Je parle par exemple des cycles des saisons, par exemple dans l'agriculture, etc. Alors, elle les contrôle pas au sens où c'est pas elle qui décide de faire tourner la Terre, tu vois, mais elle a un rapport avec ça où justement elle s'est adaptée et aujourd'hui elle les anticipe, elle les contrôle. Ce n'est plus un problème, le cycle des saisons, voilà. Sauf dans les politiques de santé, mon Chris, quand c'est les néolibéraux qui les gèrent, ils ont toujours pas compris que l'hiver arrive en hiver et qu'il y a toujours les mêmes virus en hiver et qu'il faut plus de places d'hôpital. Mais bon, ça c'est le problème quand on laisse les néolibéraux décider. Peut-être que c'est là où Antitech Résistance loupe une petite partie du problème. Ah bah, tu sais bien que les libertariens sont les enfants de l'humanité. Un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas encore la maîtrise d'un adulte. Voilà, bah, les libertariens, à l'échelle intellectuelle, c'est des gens comme ça, des enfants de 2 ans là, qui viennent juste de commencer à marcher. Et vous savez, faut tout éloigner pour ceux qui ont des enfants ou des neveux ou des nièces ou des enfants d'amis. Faut tout éloigner de la table basse, etc. Bah, les libertariens, c'est pareil. Enfin, je sais pas si tu les vois comme ça, Zoé, mais Si, bah après, les néolibéraux, eux, ils savent aller aux toilettes et ils te font payer le fait d'aller aux toilettes. Les libertariens, ils mangent leur caca, quoi. C'est un peu ça, la différence. c'est ça. Merci. Et Zoé, elle a une capacité concrète à dire des choses en 3 secondes que j'explique en 3 minutes. Voilà. On y retourne. Non, mais pour revenir à ce qu'on disait, effectivement, c'est significatif de cette vision séparée, fétichiste, personnifiée, quoi. On nous a demandé de ne pas utiliser l'enregistrement. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que selon ce cadre, à partir de la révolution industrielle, il y a une possibilité d'altérer les conditions de vie qui n'étaient pas possibles avant, et c'est ça qui procure en eux une... On vient de le dire, mais ça, c'est complètement con. Et t'as vu, c'est précis ce qu'ils ont dit avant. Ils ont interviewé un cadre de l'orga et finalement, ils ont décidé, l'orga a décidé qu'ils ne devaient pas utiliser l'interview. Précis. détestation de la société industrielle du présent. Notons qu'avant la révolution industrielle, la technique n'était pas un ennemi, selon ATR. Ils n'ont aucun problème avec les innombrables techniques et outils démocratiques de faible puissance utilisés par nos ancêtres durant des millénaires et appellent à renouer avec les savoirs ancestraux et les traditions de soins écologiquement et socialement pertinentes. Dans un tract... Ça me fait très peur, mais je vois... moi, je vais pas parler de mon point de vue masculin, je pense qu'il y a quelqu'un qui va être un petit peu plus attaqué par ce genre de truc, quoi. Je te laisse faire. Mais clairement, alors on va avancer un petit peu, on va reparler un peu de santé des femmes après, vous allez voir un petit peu, bref. Donc regarde, à la place, nous pourrions développer de nouvelles formes de médecine autonome, renouer avec les savoirs ancestraux et les traditions de écologiquement et socialement pertinents. Alors, vous savez ici que moi, je suis pour un décloisonnement du savoir médical. Je suis pour que le savoir médical puisse se diffuser dans toute la population. Je suis pour que la population puisse participer à la création de ce savoir médical. Je pense que c'est une nécessité absolue dans le but d'améliorer la santé de tout le monde. Pas dans le but de faire kiffer des petits mecs blancs valides qui tripent sur le fait qu'on pouvait se soigner des cancers avec des putains de carottes, d'accord ? Donc, non mais en fait, ça me gave parce que là, le truc des médecines autonomes et tout, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer les amis, mais nous ne savions quasiment rien soigner jusqu'à il y a 150 ans à peu près. Il faut être très lucide là-dessus. Les médecins ne servaient quasiment à rien. Médecins, autres soignants dans d'autres sociétés. Sorciers voilà, et autres chamans. Ouais. Oui, mais en fait, avaient une efficacité. Alors, ça dépend. Quel est votre critère pour soigner quelqu'un ? Moi, mon critère, c'est la préservation de la santé dans tous ses aspects, sociaux, psychiques, physiques, etc., etc. Moi, mon critère, c'est que quand on soigne quelqu'un, il faut que son corps et son esprit soient des choses duquel il peut se servir comme il en a envie, pour faire ce dont il a envie, le travail collectif dont nous avons tous besoin, et son émancipation individuelle. Partant de là, il va falloir arrêter de se raconter qu'il y avait des médecines non industrielles qui permettaient de soigner les mucoviscidoses des enfants, les méningites, les pneumopathies, tout ça, c'est une fable, d'accord ? Il faut se rappeler que fin 18e siècle en France, il y a 1 enfant sur 2 qui n'atteint pas l'âge adulte. Nous sommes en train d'avoir sur la médecine, quand on parle de la technique médicale, qui est le sujet que je connais le mieux, nous sommes en train d'avoir des discussions complètement théoriques de mecs avec le ventre plein
d'accord, qui vit dans une société où il ne sait plus ce que c'est que de voir crever par centaines des gosses de maladies infectieuses. C'est vraiment un caprice de riche. Et je pèse mes mots. Personne dans des pays surexploités par le capitalisme à l'échelle mondiale, qui du coup n'ont pas accès à la technique médicale auquel nous, on peut avoir accès en France par exemple, personne ne viendrait te raconter que c'est vachement mieux de revenir à des savoirs autonomes ancestraux plutôt que de pouvoir donner des antibiotiques au môme qui est en train de crever de sa méningite. Personne ne dirait ça parce que c'est vraiment une honte en fait de tenir ce genre de discours. Et pour autant, moi je ne regarde pas de la même manière une personne qui a été maltraitée, violentée par le pouvoir médical et qui parfois, parce que la réalité, c'est que la question n'est pas la technique médicale. La question est qui détient la technique, comment on l'a pensée, comment on oriente la recherche, par qui est faite la technique et pour qui. Quand le médicament, les machines utilisées en médecine et tout sont fabriquées par des entreprises privées capitalistes qui ont pour objectif de faire du pognon, de tirer de la plus-value des travailleurs, de vendre les choses les plus chères possibles et d'en vendre le plus possible. Évidemment que l'intérêt général se percute avec l'intérêt particulier de ces entreprises. Par contre, une industrie du médicament collectivisée, gérée par les travailleurs, dont la recherche est orientée par les usagers démocratiquement, ça n'a rien à voir. Et moi, je comprends quelqu'un qui, par exemple, a vécu le fait d'avoir du sang dans les selles, peur de voir son médecin parce qu'il avait déjà été maltraité par des médecins avant, peur de montrer ses parties intimes parce qu'il a peut-être même vécu de la violence sur son corps, etc., qui fait que c'est difficile, consulte très tard, tombe sur un chirurgien viscéral qui est extrêmement brutal, qui lui annonce extrêmement brutalement qu'il a un cancer du côlon, ne lui explique pas ce qu'il va lui faire, se retrouve avec ce qu'on appelle une stomie, parce que quand on enlève une partie de l'intestin, parfois on peut pas rétablir la continuité. Alors parfois c'est temporaire, parfois c'est définitif, et donc il faut que le tube digestif puisse aboucher quelque part. Et donc, c'est ce que les gens appellent parfois des poches à caca. Hein. En fait, c'est ce qu'on appelle une stomie dans le vrai mot. Donc, se retrouve avec une poche qui recueille les selles et qu'il faut changer, etc. Qui derrière va subir de la chimiothérapie avec beaucoup d'effets secondaires, perdre ses cheveux, perdre ses dents, vomir ses tripes, avoir de la diarrhée, etc. Si tout ça est fait dans un contexte où personne ne lui a donné la possibilité déjà d'être diagnostiqué avant de devoir vivre ce niveau-là d'intrusion dans son corps et dans son intégrité corporelle, si en plus les équipes médicales qui lui font subir ça ne lui expliquent pas pourquoi, peut-être parfois lui imposent des soins qui sont trop forts par rapport à ce que lui mériterait, parce qu'en fait ça existe aussi, particulièrement en oncologie, le fait de surtraiter des gens, le fait de surdiagnostiquer des gens, le fait de faire des chirurgies à des gens pour qui c'était pas nécessaire. C'est très connu pour le cancer de la prostate, par exemple. On a beaucoup surdiagnostiqué des cancers de prostate qui, en fait, n'auraient pas été des cancers qui se seraient développés et où on a retiré la prostate à des hommes avec des effets secondaires qui sont un petit peu emmerdants dans la vie, notamment ce qu'on appelle, alors je déteste ce terme, mais l'impuissance, en tout cas, des troubles érectiles importants et ou de l'incontinence. Quand même des choses qui ont un impact majeur sur la vie des gens. Oui, il y a ces vraies questions qui se posent. Et moi, je comprends quelqu'un qui a subi ça, qui n'a jamais pu démocratiquement discuter avec son médecin, qui n'a jamais pu avoir accès lui-même au savoir médical pour pouvoir faire des choix le plus éclairés possible, sachant que ne nous racontons pas d'histoire, quand on vous diagnostique un cancer multimétastatique, que vous allez sur Google et que vous voyez que le taux de survie à 5 ans est de 15%, vous n'êtes pas dans un état mental où vous êtes parfaitement libre de faire vos choix éclairés, je sais pas quoi. Et d'ailleurs, personne n'est jamais parfaitement libre de faire ses choix éclairés. Par contre, on peut vraiment créer des modèles et des systèmes où ce niveau-là de violence médicale n'existe pas. Pour autant, des chirurgies, les stomies, les chimiothérapies, ça sauve la vie des gens. Putain de merde. Et donc, moi, je ne regarde pas de la même manière le patient violenté qui a fait son expérience de violence médicale majeure. Je comprends pourquoi il critique ça. Et du coup, je trouve que notre travail de militants progressistes, c'est justement de penser un système où ces techniques ne sont utilisées quand il y en a besoin, elles sont utilisées de la manière la plus respectueuse possible des personnes. Et surtout, le pouvoir médical, le savoir médical est partagé. Et donc, les personnes peuvent être actrices et donc limiter un petit peu, parfois, certaines mutilations, et j'utilise ce terme, qui peuvent être faites par des équipes médicales, notamment retirer des organes alors que ce n'est pas nécessaire pour la santé des gens et que ce n'est pas leur souhait à la base. Une fois qu'on a dit ça, moi, des petits gars là, de 35 ans, valides, qui n'ont jamais eu aucun problème de santé dans leur vie, qui vont jamais se retrouver dans une situation où ils vont devoir être enceintes, accoucher, gérer une maladie auto-immune, gérer un cancer, alors peut-être qu'ils le seront, mais en tout cas en ce moment ils ne le sont pas, et qui viennent de leur position surplombante, expliquer que les médecines ancestrales, etc., c'était super et tout, quand à l'époque on avait un enfant sur 2 qui crevait, mais c'est quel niveau d'indécence en fait. Je suis désolée, mais c'est indécent. C'est gravissime de dire des trucs comme ça. C'est vraiment acter que ton projet politique, c'est que des millions de gens meurent
de manière précoce, dans l'enfance ou extrêmement jeune, dans des souffrances atroces, d'accord? Parce que vous pouvez utiliser le pavot pour vous couper la douleur, ça va pas être aussi efficace qu'un patch de fentanyl, je vous le dis. Donc, à un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ces discours-là sont des discours gravissimes et vous allez voir, là, on va aller sur ce que ça implique en termes de santé des femmes, en termes de santé des personnes trans. Et là, on va continuer de s'énerver parce que là, c'est grave. Ouais, bah t'as tout dit, non mais c'est significatif que vraiment tout ce qu'il raconte là, c'est du blabla, du charabia abstrait, parce que l'idée de médecine autonome, savoir c'est trop écologiquement, socialement est pertinente, mais pertinente pour qui? C'est quoi l'espérance de vie de l'humanité moyenne avec ces méthodes-là? 35 ans. Voilà, donc ça veut dire que pour eux, en fait, vivre au-delà de 35 ans, c'est écologiquement et socialement non pertinent pour l'humanité. Enfin, je veux dire, ce qu'on dit déjà, les gens qui restent au niveau abstrait sont des menteurs ou des imbéciles. Comme dit Zoé, souvent c'est les deux. Mais là, quand on s'élève au concret, Zoé vient de donner 1000 exemples bien plus pragmatiques que les miens. Mais voilà, typiquement, regardons le résultat. C'est une humanité qui est extrêmement précaire, qui vit jusqu'à 35 ans. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Et c'est là où on voit vraiment le fond du fond. Quand on dit tout à l'heure au début, ils pensent que la victime, c'est la planète. Ben oui, parce qu'ils ont l'impression que la planète n'est pas victime quand l'humain est résiduel. Mais voilà, l'humanisme, c'est de faire en sorte que l'humain ne soit pas résiduel. Et le problème du capitalisme, c'est justement que ce mode de production est anti-humaniste. Il violente, comme tu l'as bien dit Zoé, la majorité de la population pour une minorité qui s'accapare la majorité des richesses produites par ce mode de production. Moi, j'ai une question sur le retour aux techniques autonomes et ancestrales et tout. Que pense Antitech Résistance du fait que en fait, le marché capitalisme s'empare de ça aussi? Sur un mode retour à la nature, on va fabriquer des compléments alimentaires pour se soigner naturellement, etc. Tu sais, il y a en fait Ouais, bien sûr. le système médical est tellement violent et brutal et c'est une réalité, tu vois. Et la manière dont on utilise la technique en médecine peut être tellement violente et brutale. On va revenir dessus, parce que là, vraiment ça, je vais pas les lâcher, c'est trop grave. Qu'il y a effectivement des gens qui se tournent vers des médecines dites alternatives contre la médecine dite conventionnelle. Et moi, je comprends ça. Moi, j'ai des patients qui sont en demande d'avoir d'autres types de traitements que des traitements qui leur causent des problèmes dans leur vie sexuelle, les font grossir, les font vomir, leur font des malaises, etc. Et c'est normal, d'accord ? C'est normal, surtout quand à chaque fois que tu veux parler de ça à ton médecin, il t'envoie bouler, il t'explique pas pourquoi, quelles sont les différentes options, les avantages et les inconvénients, et que ça soit un peu à toi, en fait, de dire, en fait, moi, je préfère dégueuler et perdre mes cheveux plutôt que mourir d'un cancer du sein. Voilà, c'est le choix que j'ai fait. Mais en fait, peut-être qu'il y a des gens qui se disent, j'ai 85 ans, ma vie, elle est faite, j'ai pas envie de subir une chimiothérapie. Le médecin m'a dit que je pourrais parce que je suis encore en forme et tout. Mais en fait, j'ai pas envie, c'est dans mon rapport à mon corps, à tout ça. Je n'ai pas envie de le faire. Et ok, quoi. Et la vraie question du pouvoir médical, elle réside aussi là. Et encore une fois, avez-vous totalement la liberté? Je dirais mais complètement, mais on peut créer des conditions qui soient les plus favorables possibles. Moi, je comprends les gens qui se tournent vers, par exemple, la naturopathie. Mais par contre, qu'on soit très clair, camarades, tous, faire les zététiciens débiles, qui pensent que les gens qui vont vers la naturopathie, c'est des gens, ils n'ont pas compris ce que c'est que la science. Et qu'une fois qu'on va leur expliquer ce que c'est qu'un essai clinique randomisé, ils vont arrêter d'avoir envie de se tourner vers la naturopathie, c'est complètement teubé. C'est ne pas comprendre l'enjeu politique qu'il y a derrière le recours à ce type de médecine. Par contre, penser que la naturopathie est une réponse. Dans les écoles de naturopathie, il y en a plein qui sont sponsorisées par des boîtes qui vendent des compléments alimentaires. Alors, on va te présenter le complément alimentaire en disant « Ouais, c'est de l'extrait de pousses d'artichaut, je sais pas quoi. » Donc, tu sais, ça a un nom où tu te dis « Ouais, c'est naturel. » Alors, c'est pareil, le terme de naturel, c'est pas naturel. Les huiles essentielles, tu vois, c'est censé être naturel. Bon, qu'est-ce qu'il y a de naturel à extraire une fiole de quelques millilitres de 4 kilos de rose, tu vois, avec des processus d'extraction, etc. Enfin, en quoi c'est plus naturel que les chimiothérapies de cancer du sein? Le Taxotere, c'est issu de l'if. Le buisson, l'if, ceux qui ont des chevaux, par exemple, savent que les buissons extrêmement toxiques, qu'il faut retirer des champs des chevaux parce que s'ils les mangent, ils meurent. Ce poison de l'if, on l'a utilisé et transformé pour en faire une chimiothérapie qu'on utilise notamment dans le cancer du sein. Est-ce que c'est naturel ou pas, du coup? Et le fait que ces entreprises privées prennent ce marché, le fait qu'en fait, on retrouve les mêmes problèmes de violence médicale, enfin, qui n'est pas une violence médicale, qui est une violence de médecine alternative, on va dire, d'emprise, de violence sexuelle, etc., venant de praticiens de médecine dite alternative, c'est qu'en fait, on n'a pas aboli ni le rapport marchand à l'intérêt de te faire bouffer ça plutôt que ça parce que ça permet de gagner de la thune, ni le rapport de verticalité qu'il y a entre le sachant et le soigné. Donc,
C'est une impasse de penser ces trucs, vraiment. Et je vous le dis sincèrement, je sais qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui eux-mêmes ont été violentés médicalement, sont en recherche de réponses à côté. Je comprends pourquoi on va vers des trucs dits naturels, etc. Je veux vraiment que vous vous disiez, la réponse n'est pas là-dedans, la réponse est dans la lutte politique pour se réapproprier le savoir et les outils du soin. Tous ensemble, d'accord ? De ne pas le laisser réservé à une certaine classe et de ne pas ne laisser la production à la production capitaliste. C'est une catastrophe de faire ça. Le nœud du problème est là. Le nœud du problème est ici. Et j'insiste vraiment. Et pour finir sur les huiles essentielles, je me permets de rappeler que beaucoup d'huiles essentielles sont des perturbateurs endocriniens avérés. Il ne faut pas utiliser d'huile essentielle sur les enfants. Il ne faut pas utiliser d'huile essentielle sur les femmes enceintes. Et globalement, l'intérêt des huiles essentielles est extrêmement modéré dans beaucoup de choses, bien que sur certaines, on puisse avoir des utilisations qui peuvent être intéressantes. Je pense à certaines huiles essentielles pour la colopathie fonctionnelle, par exemple, où on a peut-être des données qui montrent que ça marche. Je fais cette petite digression parce que naturel, pas naturel, ça veut rien dire. Les huiles essentielles sont produites par des industries capitalistes qui ont envie que vous les achetiez. Il peut y avoir des risques tout pareil. Le naturel, pas naturel n'est pas un bon critère. Le critère, c'est de quoi avez-vous besoin, qui vous le vend, pourquoi. Ça, c'est mon critère. Ouais, mais en fait, ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est comme si vous disiez parce que je travaillais dans une usine, j'en sais rien, de bouffe, quoi. Vous avez été maltraité au travail ou vous vous êtes rendu compte que les actionnaires, pour maximiser le rendement, font en sorte que voilà, la farine soit pas de bonne qualité ou un peu problématique. Que vous refusiez, par exemple, qu'on continue de produire en abondance de la farine et que ce soit quelque chose d'accessible à la majorité de la population. C'est-à-dire, vous rejetez le fait même d'avoir mis la farine en abondance. Non, la résolution du problème, c'est comment on maintient cette abondance sans avoir l'effet poison. C'est ça la résolution de l'humanité, c'est comme ça qu'elles font ce qu'on appelle des progrès, qu'elles maintiennent des conquis sans en avoir les inconvénients. Voilà, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, effectivement, le monde vous fait croire que vous n'allez pas pouvoir choisir entre des conquis de l'humanité, scientifiques, sociaux, etc., et le fait de les étendre à tout le monde. C'est faux, archi faux, c'est une vision réactionnaire, c'est une vision pénurique, c'est une vision qui essaye de vous vendre justement des gens qui vous orientent vers l'ancestral, la nature, c'est-à-dire tout un tas de choses qui contiennent en eux-mêmes la réaction. Et d'ailleurs, je me permets de rappeler que si vous voulez vous soigner de manière naturelle, le plus simple reste de ne rien prendre. Et dans la majorité des petits mots du quotidien, ne rien prendre, c'est tout à fait possible. Ok. Ils mettent en avant le lieu de Quadartschelt, qui met en valeur la cuisine gauloise, la naturopathie hildegardienne, l'escrime médiéval et les outils anciens. Bon là, on dirait presque une blague en fait. Mais bon, ça Oui. passe. La naturopathie hildegardienne, je sais pas trop. Est-ce que c'est la naturopathie de Loïc Chéniaud ou c'en est une autre ? On lui demandera. Mais ça pourrait être typiquement un genre de truc qu'il fait. Ça ressemble quand même un peu à des colonies cheloues, comme on organise pas mal de fachos, non? Alors oui, mais la vraie différence, c'est qu'ils mettent en avant les outils et les techniques des peuples autochtones qui existent encore aujourd'hui, et surtout, ils tombent pas dans des délires suprémacistes sur la civilisation européenne. C'est vrai, et même si ces images vous mettent peut-être... Ah d'accord, ils sont archaïques mais inclusifs. Ça nous fait une belle jambe. Alors, on va voir l'inclusivité là, vous allez voir, c'est grosse inclusivité. Ouais, mais je pense que là, il y a vraiment un truc, effectivement, de porosité, de confusionnisme. Ce sont des gens, les mecs, qui vont aller chercher en disant, mais regardez les Maasai. Il y a un vrai fétichisme de ces populations-là, tu vois. Bien orientaliste, comme bien... il faut. Ouais, ou même, tu sais, c'est le peuple américain qui a inventé ça. Tu sais, les réserves d'Amérindiens, une fois que tu les as tous, tu sais ce que je veux dire, en fait, tu leur offres pas la même humanité. C'est ça le truc. C'est effectivement, oui, l'humanité avance avec des violences, des contradictions. Aujourd'hui, elle a étendu le capitalisme sur toute la planète. Le devenir maori ou indigène n'a plus de sens. Et c'est pas une question de privilège, c'est exactement comme le devenir gaulois. Tu vois, il faut penser l'humanité justement dans sa totalité. Qu'est-ce qui fait l'humanisme ? C'est justement de se considérer comme humain au même titre qu'un Maasai. Mais là, ils font des séparations générales de petites entreprises, comme si, avant même l'idée de cet humanisme, de cette généralité abstraite qu'est l'humanisme, qu'est un bienfait et qu'est du développement de la totalité humaine, quoi. Et là, on voit vraiment ce truc réactionnaire en disant, bah oui, on est séparés des petites communautés, chacun ses petites méthodes, et puis on met pas de hiérarchie entre les deux. Mais en fait, on peut avoir un racialisme non hiérarchique, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, c'est des visions fantasmées de l'humanité qui ne se rencontrent jamais,
qui ne se créolisent jamais, comme dirait Mélenchon, qui ne s'unifient jamais. Voilà. Et tu vois, t'as tout un tas de critiques là-dessus, de gens qui disent « Ouais, le métissage, le mondialisme, etc. » Tu vois, tous ces trucs d'extrême droite, quand tu dis « Bah oui, non, nous sommes communistes, nous sommes pour que l'humanité s'unifie, tende vers la totalité et que ces individus tendent vers la liberté. » C'est ça le communisme. Voilà, c'est pas la fétichisation d'un état archaïque de l'humanité où personne se rencontre et chacun chez soi, quoi. Ah ouais, mais attends, je vais te raconter un truc qu'on m'a beaucoup sorti. Alors, sociotype très précis de gens qui disent ça, en général, c'est souvent des hommes. Pas que, mais souvent des hommes. Classe intermédiaire, classe supérieure, tu sais, ingénieur, etc. Quand ils commencent à s'intéresser à la médecine chinoise, alors là, mais vraiment, ça donne envie de crever, mais vraiment. Alors, ils vont me dire, ouais, en médecine chinoise, et ça, on me l'a sorti plusieurs fois, il y a un principe qui est trop bien. Alors, c'est des gens qui connaissent très très bien les principes de la médecine chinoise. Il y a un principe qui est trop bien, c'est qu'en fait, comme c'est une médecine de la prévention et pas une médecine du traitement, en fait, tu payes ton médecin tant que t'es pas malade. Et une fois que t'es malade, ça veut dire qu'il a mal fait son taf, donc tu le payes moins. Je te jure, c'est un truc, il y a au moins une dizaine de personnes différentes qui m'ont sorti ça. Genre, c'est l'avancée absolue du soin, tu vois. Alors moi, déjà, petit 1, il y a marchandisation du soin, c'est un problème. Déjà, 1. Mais 2, Jean-Yves, si tu décides de manière complètement teubée de penser que les gens tombent malades parce que c'est leur choix et le choix de leur médecin. Tu fais ça en France. Qu'est-ce qui va se passer immédiatement ? Moi, Jean-Eudes, toi, t'es là, t'as 48 ans, t'es ingénieur agroalimentaire, tu manges des fruits et légumes bio parce que t'adores ça, que tu fais ton potager, je sais pas quoi, et tu fais du trail, et tu fumes pas parce que c'est pas bien, machin et tout. Mais moi, je te prends toi. Jean-Yves, tu vas être vachement moins malade que Luciano, un mec qui a le même âge que toi, qui a grandi dans un milieu prolo, qui est plaquiste, qui a les épaules niquées, qui, pour supporter la douleur des tendinites, picole le soir. Oui. Et les médecins fume des clopes avec ses potes sur le chantier. Et les médecins deviennent des assureurs. Non, mais c'est une dinguerie de sortir ça, au-delà du fait que, putain, mais enfin, je sais pas quelle représentation ils ont de la Chine, ces gens. Mais désolé, moi, j'ai bossé avec des médecins chinois. Quand il y a des pneumopathies, ils mettent de la pénicilline. Quand il y a des AVC, ils font des fibrinolyses. Quand il y a des infarctus, ils montent une sonde et ils font une angioplastie sur la coronaire. Enfin, bref, faut arrêter. Non, mais quoi. c'est ça qui est fou, en fait. C'est vraiment ce fétiche. Tu sais, nous, on en parle, mais il faudrait qu'on en parle un peu plus. Ces gentils Chinois qui se soignent avec de la poudre de corne de rhinocéros. Tu sais, mais comme si, justement, tu sais, la Chine était à l'écart de l'humanité. Tu vois. Mais c'est intéressant, en plus, la Chine, il faudrait qu'on en parle plus. Parce que c'est une très, très vieille civilisation. Donc, on voit les effets de l'humanité. Mais tu crois que la Chine, aujourd'hui, elle va dire, nous, on va contester l'ordre hégémonique capitaliste américain qu'avec la médecine chinoise. Bah non, je suis désolé, mais les meilleurs en imagerie médicale, les meilleurs en chirurgie, les meilleurs en fabrication de matériels médicaux, c'est les Chinois aujourd'hui. Je veux dire, si la Chine est la première puissance mondiale aujourd'hui, c'est justement parce qu'ils sont humanistes, etc., ils sont communistes, ils se sont accaparés toutes les richesses, les avancées de l'humanité qui sont efficientes. Ils n'ont pas à se poser la question de savoir si c'est un inventeur blanc du 18e et que le gars est colonial, ou tu vois. Non, ils se disent, bah ça marche, ça marche pas. C'est exactement la même chose. Ce que tu disais sur le soin, etc. J'ai pas de problème sur l'évolution de toutes les techniques humaines. On en a discuté en préparant, mais genre la saignée, pour moi, aujourd'hui, tu sais que la saignée, c'est n'importe quoi. Mais moi, que l'humanité ait expérimenté ça, je trouve l'idée intéressante. Ils se sont dit, bah, il y a des trucs, exactement comme, je sais pas, dans des réseaux d'eau, des fois, il faut vidanger, tu vois, pour que ça marche. On se rend compte qu'il y a des réseaux d'un certain liquide dans l'humanité. Peut-être qu'en vidangeant, ça va marcher. Tu vois, moi, je trouve l'idée assez ingénieuse, tu vois. Bon. Ah bah oui, de fou. Bah, j'imagine qu'Antitech Résistance veut qu'on revienne à ça. Tu vois, voilà. Et tu te dis, bon, bah, au fait, effectivement, aujourd'hui, défendre la saignée, aujourd'hui, ce serait débile. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ça ne marche pas. Pas parce qu'on sait que c'était archaïque, moderne, imprégné de la vision européocentrée. On s'en tape de ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne marche pas. Voilà. Vraiment, cet anti-humanisme traverse ça, c'est justement de se penser contre l'humanité, contre son développement total et unifié. C'est ça qui est le fond du fond, cet irrationalisme, cet anti-humanisme que Lukács décrit dans La destruction de la raison, quand il montre justement ce que c'est la pensée de Nietzsche, ce que c'est la pensée d'Heidegger, tous ces écrivains profondément réactionnaires, cette idée de séparation de l'humanité. Le fond du fond du communisme. On parle de la façon dont on produit dans le communisme, mais il y a aussi une idée générale, c'est la sortie de la séparation de l'humanité. Tendre à ce que toutes les conditions,
toutes les émotions soient permises pour tous, toutes et tout le temps. Voilà. C'est pas tant le passé qu'ATR met en valeur, officiellement du moins. Ce qu'ils prônent, c'est surtout ce qu'ils appellent Le choufino. Ah oui. Il y a du choufinisme dans ATR, je crois. les techniques démocratiques, c'est-à-dire les outils et méthodes que presque tout le monde peut utiliser et comprendre avec des ressources locales et sans organisation centrale. À l'inverse des techniques autoritaires qui, elles, nécessitent beaucoup de ressources et une gestion centralisée par une minorité de spécialistes. Par exemple, avec... Mais ça, mais vraiment, mais ça... Mais c'est vraiment... Mais les gens ne se rendent pas compte que le temps qu'ils ont pour jouer avec des petites hachettes et fabriquer du pain à l'épeautre, tu vois ce que je veux dire, comme les Gaulois, est permis justement par l'industrie de masse à côté. Ça m'étonnerait que les mecs fabriquent eux-mêmes le métal, l'extraction du métal, de l'acier qu'ils ont pour pouvoir produire leurs petites hachettes. Mais enfin vraiment, mais... C'est une dinguerie. Votre loisir, le fait que vous puissiez avoir autant de temps, autant de disponibilité individuelle pour jouer à attraper des palombes avec un arc et à péter votre bois avec une hache est permis par le mode de production mondial qui extrait de l'acier pour tout le monde. Enfin, vraiment, mais moi, ça me fait halluciner d'être... Mais c'est vraiment le fétichisme, je sais pas pourquoi je m'énerve, mais c'est vraiment le fétichisme de la marchandise. C'est de ne pas comprendre les rapports sociaux fondamentaux derrière chaque objet, quoi. Un peu de formation, presque tout le monde peut construire et entretenir une chaise, mais pas une intelligence artificielle. Ce qu'on veut dire ici, C'est quoi cette opposition de fou? Bah c'est bien, du coup on... Mais tu sais, ça vient aussi de l'outil convivial, de Illich, tu vois ce Ah genre de oui. truc là, où genre, en fait, tu n'es maître de l'outil que tu utilises que si tu es capable de le comprendre de bout en bout, tu vois. Mais, Ah oui, mais ça, enfin, mais ça n'a jamais existé dans l'humanité. Non. Ça n'a jamais existé dans l'humanité. Allez visiter la Mosquita de Cordoue ou Grenade et trouver des gens à l'époque qui savaient exactement comment tous les égouts, c'était un progrès, il y avait un éclairage public, etc., dans le califat de Cordoue, etc., qui trouvaient les rares gens qui savaient exactement comment fonctionnaient ces sociétés. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une vue ridicule, quoi. Vraiment ridicule de l'organisation humaine de considérer qu'il y a une étape où chacun savait tout ce qui était imbriqué en termes de chaque étape de production, les flux de marchandises pour les créer, les prix, les coordinations. Enfin, c'est justement, là, pour le coup, exactement ce que tu disais par rapport à... Je reprends ton exemple, parce que il y a un excès de fétichisme de la marchandise. On s'est inventé qu'il y avait un monde avant où, tu vois, tout le monde comprenait tout. C'est vraiment, tu sais, du Francis Cousin. Tu vois, cet monde avant le capitalisme, c'est exactement comme tu dis, parce qu'il y a eu un excès de, de désimplication des gens dans le soin, alors on s'est inventé un soin où je pourrais tout gérer avec de l'huile essentielle, etc. C'est exactement la même chose, c'est l'autre face du fétichisme de la marchandise, de croire que l'humanité, un jour, pourra vivre de manière totalement sociale ou avec une manière totalement sociale, en sachant, en ayant en tête, dans sa tête, le taux de connaissance générale de sa société. Mais non, ça n'a jamais existé. Il n'y a pas le moyen de rentrer le niveau de connaissance et de sujet collectif dans un sujet individuel. Ça ne marche pas, ça n'existe pas. C'est quelle dinguerie de te dire que l'enjeu démocratique, il est dans le fait de connaître chaque process qui te permet de fabriquer quelque chose. Alors là, il prend l'exemple d'un data center. Donc de savoir comment on coule la chape sous le data center, comment fonctionnent les processeurs, comment on extrait le minerai pour les fabriquer, comment machin. En fait, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas qui détient le data center, pourquoi faire, qui décide ce qu'on en fait. Mais quelle dinguerie, hein. Marx a une phrase pour définir ça s'appelle des Robinsonades. Marx le dit dans le Capital, c'est ce qu'on appelle des Robinsonades. L'idée fétichiste, et c'est pas pour rien que Robinson apparaît justement à l'âge, tu sais, où justement l'industrie commence à prospérer, etc. Parce qu'on voit la séparation effectivement du producteur et de son produit. Et cette idée même qu'il y a un individu seul, sans société, libre, qui maîtrise tout, qui fabrique tout lui-même, etc. Mais tout ça est une fable. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. C'est une fable libérale, c'est ce qu'on appelle une Robinsonade. Et là, on est typiquement dans des Robinsonades. c'est que la critique des technologies industrielles n'est pas forcément réactionnaire. Et ATR a le mérite de mettre ses... Moi, je dis que si. Ah, Je pardon, suis j'ai pas le droit de faire ça. Moi, je dis que si. C'est là où on va pas être d'accord avec fracas. Non. Le problème des technologies industrielles, c'est qu'elles sont non maîtrisées. Pourquoi elles sont non maîtrisées ? Parce qu'elles ne servent qu'à une partie de l'humanité. Celle qui s'enrichit,
c'est celle qui ne subira pas la crise écologique. C'est ça qu'à un moment donné, il va falloir résoudre chez les écolos qui ne veulent pas faire du communisme. Les gens qui s'enrichissent en détruisant la planète sont ceux qui ne subiront pas la violence, le dérèglement climatique. Vous voyez ? Arrêtez de croire que vous allez les sensibiliser. On avait fait, tu te rappelles, une capsule sur Duflo qui était intéressante à ce sujet. Arrêtez de croire que vous allez leur raconter que c'est en les sensibilisant qu'on est tous dans le même bateau face à la crise écologique qu'ils vont arrêter de produire comme des capitalistes. Non, si demain les capitalistes qui ont tous les modes de production, tous les moyens d'acheter ce qu'il y a de mieux, ils peuvent supporter la disparition de 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards d'êtres humains qui vont être obligés de migrer, qui vont être obligés de mourir sous des sécheresses, qui vont être obligés de mourir sous des tsunamis parce que eux auront les moyens de se construire des maisons aux beaux endroits, climatisées, résistantes aux tsunamis, etc. C'est ça la violence du capitalisme. C'est que ceux qui profitent du capitalisme sont ceux qui ne subiront pas la violence de leurs dégâts, comme ils ne subissent pas la violence de l'exploitation. C'est le fond du fond. Donc résoudre le problème climatique ne passera pas par leur conscience humaniste. Au contraire, ils vont, et c'est pour ça que là on fait le lien avec ce qu'on a dit, l'anti-humanisme qu'on voit là, peut-être de bonne foi, peut-être de mauvaise foi, est le fond de comment les capitalistes vont continuer de détruire la planète à leur profit. Vous êtes les gens vous êtes dans l'anti-humanisme, l'humanité est un problème, faut sauver Gaïa ou je sais pas quoi, vous êtes en train de fabriquer l'idéologie irrationnelle, anti-humaniste, dont les capitalistes se serviront pour vous balancer à la flotte. Voilà. Quand il n'en restera pas, ou vous balancez dans le désert. C'est le fond du fond. Parfaitement, camarade Chris et les amis. Comme vous avez vu, nous ne sommes qu'à une petite partie de cette vidéo sur Antitech Résistance sur lesquelles on a beaucoup de trucs à dire. Là, dans cette première partie, on a vraiment traité de ce rapport technophobe, comment cette technophobie est en fait un anti-humanisme. Et comment la pensée marxiste, la pensée communiste est radicalement opposée à ça. Parce que nous mettons l'intérêt de l'humain au centre et que c'est pour ça que nous ne tournons pas le dos à la technique. Comme vous l'avez vu, on a traité en long, en large et en travers de cette question-là. Et on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui va sortir très bientôt, où là, on va aller parler concret un peu. Qu'est-ce que concrètement ça donne sur des sujets précis, ce type de positionnement, et quelle est la proposition communiste à mettre en face de ce type d'énormes réacs. Vraiment, moi, je ne mâcherai pas mes mots sur ces mecs-là. On va parler, comme on vous l'a dit déjà, on va parler de santé des femmes, on va parler de santé des personnes trans, on va parler de plein d'applications concrètes de ces pensées qui sont des pensées d'ennemis politiques. Moi, je le dis, ces gens sont mes ennemis politiques, je n'ai aucun problème à le dire. C'est gravissime de penser des trucs comme ça. Et ça a des conséquences vraiment, déjà, sur plein de gens, dans leur rapport à leur famille, à leurs soins, etc., qui sont très graves. Je pèse mes mots. Donc, on va pouvoir traiter de tout ça bientôt. Avec Chris, vous allez pouvoir aller voir cette vidéo. Rapidement, je me permets de vous conseiller l'article de notre camarade Lizzie dans la revue Position Revue. Ça s'intitule « La nature, opposer une analyse matérialiste à l'écofascisme grandissant ». Elle parle beaucoup des dérives fascistes de certains mouvements écolos, de ce rapport un peu fétichisant à la nature, anti-humaniste. Elle en parle très bien dans cet article que nous vous conseillons sincèrement. Et c'est l'occasion de vous rappeler que pour nous soutenir, vous pouvez aller sur le lien pour le Tipeee de toute notre asso qui finance toutes nos différentes activités. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous abonner à nos Insta et nos Twitter pour suivre notre actu. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut les gens. Salut.